Bonjour à tous, nous sommes réunis ensemble pour la suite et la fin de notre semaine de webinaire consacrée à la RSE et vous pourrez retrouver les replays d'ailleurs de ces 4 conférences, incluant celle d'aujourd'hui, sur la chaîne YouTube de Stratégie. Nous sommes aujourd'hui réunis autour du thème de la communication, comment éviter les distorsions de messages. Longtemps, la communication et la RSE n'ont pas fait bon ménage, la première ignorant la seconde ou se servant d'elle comme d'un alibi. C'était le climax du greenwashing. Aujourd'hui, l'alignement est de mise, mais le spectre de la distorsion des messages demeure. Comment prendre la parole légitimement sans être suspecté d'opportunisme? Comment choisir les bons messages en interne comme en externe? C'est ce que vont nous expliquer ce matin nos invités. Et nous aurons la chance d'accueillir, dans un premier temps, pour un entretien, Bertrand Ciseaux. Bonjour Bertrand. Bonjour Caroline. Vous êtes le directeur de la communication groupe de BNP Paribas. Absolument. Nous échangerons ensuite sur leurs expériences autour d'une table ronde avec Nadine Cotet, qui est la directrice marketing de Aigle, Hélène Coulbeau, qui est responsable de la communication interne RSE et corporate de Nespresso, et Jérôme Lermenier, qui est le directeur général de Future Brand France. Ensuite, nous clôturerons cette matinée avec Audrey Poulevard, cofondatrice de Green Management School, qui fait partie du groupe Media School et qui est par ailleurs adjointe à la maire de Paris. Et elle nous proposera sa keynote. Commençons donc avec vous, Bertrand Ciseaux. Donc, vous êtes le directeur de la communication groupe de BNP Paribas, comme je viens de le dire. Et ma première question est assez générale, mais elle va nous permettre de comprendre la démarche de votre entreprise. La RSE, est-ce que c'est un enjeu majeur chez BNP Paribas? Alors en fait, bonjour à tout le monde. C'est plus que ça, c'est-à-dire c'est moins un enjeu majeur qu'un pilier stratégique de la stratégie du groupe. En fait, le groupe BNP Paribas, c'est la première banque européenne. Elle a aujourd'hui, pour construire son développement, deux piliers majeurs. Le premier, c'est évidemment l'accélération de la transition digitale pour fabriquer la nouvelle expérience client digitale que vous expérimentez tous d'ailleurs de plus en plus avec bonheur. Et le deuxième, c'est effectivement l'ambition d'être le champion européen de la finance durable. Donc c'est un pilier stratégique et la RSE en fait est un moteur technique de cette ambition stratégique. Et la stratégie RSE, enfin, tout cela, il faut bien le comprendre, est très construit en termes d'organisation. C'est-à-dire que vous avez, lorsque la finance durable devient un élément de la stratégie d'une entreprise comme BNP Paribas, ça se passe évidemment à l'étage du COMEX. Il y a une fonction qui s'appelle l'engagement d'entreprise, qui est pilotée d'ailleurs par Antoine Cyr, et j'en suis d'ailleurs son adjoint. Et c'est cette direction de l'engagement d'entreprise qui pilote la stratégie de la finance durable avec tous les métiers. Et dans l'engagement d'entreprise se trouve la RSE, qui est un moteur donc, technique de cette stratégie. Et tout ceci est donc extrêmement structuré, validé par le COMEX, supervisé par le conseil d'administration, et on va en parler après, et mis en œuvre par tous les métiers. Donc, on n'est pas sur un enjeu, on est sur une transformation, qui est d'ailleurs celle de la décennie, hein, pour une banque comme BNP Paribas. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, on est dans celle-ci. Et c'est à la fois passionnant et très, très exigeant. Et quel est le point essentiel de cette stratégie, justement? Ça concerne l'interne ou plutôt un ruissellement sur la société que vous voulez impulser? En fait, c'est, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, c'est avant tout la conviction très forte que pour être une entreprise performante commercialement dans la durée, et donc en capacité de répondre aux attentes de l'ensemble de ses parties prenantes, ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires, l'intégration de la finance durable dans le moteur de l'entreprise, dans l'ensemble de ses offres, dans l'ensemble de sa
manière de se comporter aussi vis-à-vis de la société et vis-à-vis de ses collaborateurs est un élément absolument structurant du quotidien de l'entreprise et de tous les métiers qui la composent. Donc c'est avant tout, si vous voulez, un sujet d'exercice au quotidien de la banque. La banque, c'est traditionnellement avant tout une centrale de risque. C'est fait pour gérer les risques de vos clients, les vôtres, et puis les risques à elles. Et ça devient maintenant aussi une centrale à gérer quelque part la réussite de la transition écologique et la réussite de la construction d'une société plus inclusive. Et donc, c'est ça qui est de plus en plus processé dans les moteurs qui aujourd'hui construisent la banque que nous servons à nos clients au quotidien. D'accord. Et du coup, est-ce que la RSE devient un enjeu majeur de communication aussi pour BNP Paribas? Ben, en fait, quand vous quand vous êtes la banque qui veut réussir et même accélérer, mais même devancer les attentes de ses clients et de ses parties prenantes en matière de transition énergétique, en matière même de transition économique, parce que vous savez, une banque, c'est assez simple, hein. D'un côté, ça finance, et de l'autre côté, ça gère de l'épargne. Et donc, c'est très, très bien placé, soit pour se trouver du bon côté de l'histoire et accélérer cette transition, parce qu'il suffit pour cela de financer les projets qui construisent l'économie durable de demain et d'arrêter de financer ceux qui appartiennent au monde d'hier. On a complètement arrêté, par exemple, de financer le charbon. On a complètement arrêté de financer les gaz de schiste et sables bitumineux. On a complètement arrêté de financer le tabac. Et par ailleurs, on double d'efforts pour financer les énergies renouvelables et pour accompagner les grands énergéticiens qui sont en transition. Et du côté de l'épargne, si je m'adresse à vous, vous avez envie qu'une banque comme BNP Paribas vous propose une offre qui vous permette de savoir où va votre épargne. C'est ce qu'on appelle l'ISR, et on en est aujourd'hui le leader en France. Et c'est un segment commercial qui progresse très très vite. C'est plus de 50% de la collecte, l'ISR. Donc, la stratégie, c'est celle-là. Et encore une fois, une entreprise, elle est faite pour apporter de la performance dans la durée à ses parties prenantes. Donc, ce n'est pas un sujet de communication, c'est vraiment un sujet de conviction pour être durablement utile et performant. La communication, elle a juste, comme toujours, pour rôle simple, je dirais, de faire comprendre cette stratégie, de l'expliquer, de la valoriser, avec deux objectifs. Elle doit aider à vendre les produits et services de finances durables qui sont de plus en plus sur nos étagères et que nous demandent de plus en plus nos clients. Et puis, elle doit expliquer à des publics plus de nature leader d'opinion cette transformation en cours et en quoi elle est absolument existentielle pour nous. Mais elle l'est aussi pour nos clients. Parce que ce que nous demandent nos clients, c'est d'avoir une offre qui leur permette d'accélérer eux-mêmes leur transition. Quand je vous fais une belle offre d'une épargne ISR bien faite, je réponds à une attente qui est la vôtre, qui est comment je peux, moi, en tant que client, en tant qu'épargnant, améliorer mon impact sur l'environnement et sur la société. Mais alors, le thème de notre matinée, donc revenons-y, c'est plus sur les distorsions de messages, effectivement, entre les actions de l'entreprise et puis la perception via la communication, éventuellement, qu'en ont le public et qu'en ont aussi les salariés. Est-ce que vous sentez que ces distorsions sont plus présentes en termes en externe ou en interne? Est-ce que c'est plus la communication interne ou externe qui est un peu faible ou à revoir ou qui a été insuffisante? Alors, c'est très intéressant ce sujet. Je pense que avant d'être un sujet de communication, c'est un sujet de cohérence sur la stratégie de l'entreprise. Parce que vous avez la première distorsion et qu'on a tous vécu à plus ou moins grande échelle, c'est l'écart entre le discours de l'entreprise et sa stratégie commerciale. Vous voyez, là, je ne parle pas de communication, je parle entre ce que l'entreprise dit à l'étage de son discours corporate et ce qu'elle propose
concrètement en tant qu'offre et service. Ça, c'est un premier risque de distorsion qui d'ailleurs rend la vie de nos amis marketing difficile. Après, c'est l'écart entre ce que je dis à l'étage du corporate et ce que je propose. C'est même centralement le sujet qui peut mettre les collaborateurs dans une certaine difficulté. Hein. Ils ont des produits à vendre, et ils ne s'y retrouvent pas sur la nature de ces produits par rapport à ce que leur employeur leur raconte d'un point de vue managérial. Il y a une deuxième distorsion qui peut être effectivement l'écart entre les attentes de vos consommateurs et de la société et ce que vous êtes capable de leur offrir. Vous pouvez être défaillant parce que les produits ne sont pas les bons, et vous pouvez être défaillant aussi parce que l'entreprise ne prend pas les engagements sociétaux que les clients et la société sont maintenant en droit d'attendre. Et vous voyez, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas encore parlé de communication. Ça n'est qu'un sujet de qu'est-ce que fait l'entreprise. Et après, vous avez un dernier sujet qui est évidemment le sujet classique des communicants, mais qu'on a eu de tout temps et qu'on continuera d'avoir, qui est l'écart entre ce que la communication raconte et ce que l'entreprise fait réellement. Il y a un quatrième point de distorsion qui est très fort en matière de transition écologique, c'est l'écart entre ce que les clients déclarent et la réalité de leurs actes d'achat, et notamment chez les jeunes. 100% déclarent extrêmement concernés par l'écologie. Qu'en est-il en vrai dans leurs actes d'achat? L'écart, il est colossal. Donc, effectivement, toutes ces distorsions créent soit de la confusion, de l'incompréhension et quelque part de la réputation négative si elles existent et si elles ne sont pas traitées. Et à l'inverse, quand vous avez une cohérence de l'ensemble, la stratégie du groupe, ses pratiques commerciales, l'ensemble bien en phase avec les attentes des clients et de la société, une communication qui est moins dans la représentation parce qu'on est sorti de ce monde-là et beaucoup plus dans la vérité, dans l'information de ce que l'entreprise fait, vous avez de l'utilité, de la cohérence, de la puissance. Et en ce moment, sur un sujet comme la transition économique, c'est effectivement absolument essentiel parce que, pour le dire assez simplement, une partie du public, et on peut le comprendre, n'admet pas forcément de manière très évidente que les grandes entreprises soient potentiellement une partie de la solution de cette transition économique. Et donc la charge de la preuve, elle est vraiment du côté des grandes entreprises. Je réagis au chat parce qu'il y a plusieurs internautes qui nous font remarquer qu'il y a une enquête que publie Le Monde, là, incriminant les banques dans la subvention et les projets d'énergie fossile. Est-ce que vous avez pris des engagements par rapport à ça, justement? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est tout à fait intéressant. On a une politique en matière d'énergie qui est jugée par les agences de notation, les ONG dans le monde entier comme étant l'une des plus solides au monde. L'une des plus solides au monde. Et je parle bien des agents qui sont en charge de surveiller les pratiques. Encore une fois, nous avons été les premiers à sortir des gaz de schiste et sables bitumineux. Nous faisons partie des gens qui ont décidé d'abandonner le charbon. Je reviens sur le tabac. Et en matière de financement des énergies de demain, on est extrêmement actif. Il y a des nouveaux marchés qui émergent et qui sont maintenant très importants, comme les obligations vertes. On en est l'un des 3 premiers leaders mondiaux, comme les obligations durables, on en est le leader mondial, comme l'épargne responsable, on en est un leader en France. Et ça, c'est voilà, c'est on a des objectifs par rapport aux ODD de l'ONU qui sont calés. Nous avons une méthodologie de travail qui est en cours de finalisation pour bien caler le fait que le portefeuille de crédit de BNP Paribas respecte parfaitement les accords de Paris, ce à quoi nous nous sommes engagés.
Donc oui, on a une stratégie et une politique extrêmement musclée, précise, rigoureuse et dont la mise en œuvre s'accélère. Après, et c'est le sujet d'hier, et il est intéressant, vous avez des ONG qui, à juste titre, calculent ce qu'il en est aujourd'hui en matière de financement des énergies fossiles. Et en fait, c'est assez simple. Le monde aujourd'hui, il est encore à l'image de ce que l'on a construit. C'est encore un monde carboné. Nous ne sommes pas encore dans un monde décarboné. Et donc, quand vous regardez ce que financent les banques, effectivement, la photo, si vous voulez, est une photo du financement du monde d'aujourd'hui dans lequel les énergies fossiles prennent encore une part importante. Mais ce qui compte, c'est le film. Et le film, c'est bien une réduction très forte de cette part de financement des énergies fossiles pour aller vers des énergies renouvelables. Et c'est d'ailleurs à l'image de ce que Total a récemment lui-même, en tant que grand énergéticien, déclaré. Et donc nous sommes un financeur des énergéticiens qui ont pris des engagements très fermes en matière de transition. Et les autres, nous ne les finançons plus. Et le d'hier pointe en fait une réalité que tout le monde connaît, qui est qu'aujourd'hui, oui, encore carboné. Et donc les banques financent encore ce monde-là. Mais elles financent surtout avec une énergie, en tout cas pour les banques françaises, dont BNP Paribas, et c'est reconnu à nouveau par les acteurs qui eux-mêmes d'ailleurs publient ces rapports, hein, parce que c'est la même ONG qui publie le rapport hier, précise la qualité de la politique en matière de finances durables de BNP Paribas. Mais c'est bien qu'ils fassent ça, parce que c'est un aiguillon qui est très utile. Et ça nous rappelle à nos exigences, ça sensibilise le public, et ça nous, voilà, le travail à faire encore est très très important. Oui, mais justement, on sent beaucoup de suspicion, d'un besoin de preuve, en fait, de la part du public. Donc, là, une charge forte sur la communication. Est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la stratégie, en fait, que vous envisagez justement pour qu'il n'y ait plus de distorsion entre les objectifs et les ambitions et les réalisations de votre banque et la suspicion qu'a le public sur ce qui pourrait être simplement des effets d'annonce ou du greenwashing? Alors, une chose, à mon avis, absolument essentielle, qui est que on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que la communication raconte aujourd'hui doit être aligné avec une rigueur et une précision absolument totale avec ce que l'entreprise fait. C'était mon propos sur le passage de la représentation à la vérité. Bien sûr. Cet écart est aujourd'hui n'est plus aujourd'hui envisageable. Après, en matière de communication, dès lors que le projet de l'entreprise consiste à vouloir véritablement promouvoir les financements et l'épargne d'un monde plus écologique, plus inclusif, et donc à promouvoir les usages durables de demain, ne serait-ce que pour vous inviter à choisir la bonne épargne, ou à vous inviter en tant qu'entreprise à choisir les bons financements, ou même en tant que particulier à rénover votre maison avec des matériaux écologiques, et nous avons les prêts spécifiques pour cela. La communication, elle peut faire quelque chose de très simple. Elle peut tout simplement surpondérer dans sa part de voix la promotion de ces usages durables par rapport au reste de l'offre. Et c'est ce que nous faisons. Dans la communication de BNP Paribas d'aujourd'hui, vous voyez, on a nos deux piliers stratégiques, la finance durable et l'expérience client. On a beaucoup d'autres choses à dire. On fait le choix, en gros, d'avoir une part de voix sur la finance durable qui est quasiment de 40 à 45%. Ça n'est pas encore la part des ventes, loin de là. Mais on préfère devancer, investir et sensibiliser les publics pour leur dire nous sommes prêts, l'offre est là, bien expliquer comment cela marche, parce que ce n'est pas toujours des sujets simples.
l'épargne responsable n'est pas un sujet qui est encore rentré dans le, vous voyez, dans les habitudes, je suis sûr, de toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Combien d'entre elles ont réellement regardé leur portefeuille et ont souhaité avoir une analyse de ce portefeuille pour qu'il soit parfaitement aligné avec leurs convictions personnelles. Ils attendent de leur banque comme BNP Paribas une offre de conseil qui leur permette de passer ce cap-là. Donc, on s'attache à avoir une communication qui donne la part belle à tous ces usages que nous voulons promouvoir. Mais on fait cela comme beaucoup d'autres grandes entreprises françaises le font également. Regardez chez les automobilistes la part de la promotion qui est faite des véhicules électriques. Pas le dire à leur place, mais je suis sûr que pour un Renault, pour un Peugeot, la part de la promotion des véhicules électriques est aujourd'hui très très supérieure à la part des ventes. C'est notre rôle de devancer l'offre et d'inviter à l'accélération de la transition. D'accord. Et si l'on se concentre sur l'impact environnemental, pour le coup, de la communication, puisque l'impact environnemental de la communication d'une entreprise peut se mesurer, il peut se réduire, il peut être aussi compensé. Quelles actions est-ce que vous mettez en œuvre? Alors, là c'est aussi potentiellement un autre risque de distorsion. C'est-à-dire que si votre entreprise veut être un champion pour BNP Paribas de la finance durable, la communication doit être une vitrine de Bien cette sûr. ambition-là. Et là, on a donc toute une stratégie qu'on a d'ailleurs qualifiée de communication responsable. Le premier volet, il est sur les contenus, je viens de l'évoquer, c'est d'assumer une part d'investissement sur les produits et services de finance durable beaucoup plus important que sur le reste. Et puis après, il y a la manière dont vous communiquez et l'impact de cette communication. Et donc, on s'est voté une décision assez simple qui est une publicité neutre carbone. D'accord. Et donc, toutes nos publicités dans le monde entier sont éco-produites, éco-conçues, éco-produites. Et dans leur diffusion, qu'elle soit off ou online, elle est travaillée pour être la moins consommatrice possible de carbone avec la compensation résiduelle du solde. Et donc aujourd'hui, je sais vous dire par exemple que sur l'année dernière, la publicité dans le monde de BNP Paribas, c'est à peu près 4000 tonnes de carbone. 4000 tonnes de carbone, c'est 1600 allers-retours Paris-New York. Et à 7 € la tonne, on a pris un prix moyen. On construit ça avec notre Social Business Climate Seed qui nous construit la compensation. Cela représente un coût que je déduis de mes investissements médias. Je le compense et on est ainsi sur tout simplement un exercice de communication qui est en termes de consommation de carbone sur une trajectoire qu'on travaille année après année avec nos partenaires publicitaires en baisse et qui est compensée pour sa trace résiduelle chaque année. Donc scope 1, scope 2, c'est neutre. D'accord. Et alors pour conclure, parce que notre entretien s'achève, quels sont les points qui vous semblent encore nécessaires, voire urgents d'améliorer? Ça peut revenir sur le sujet du greenwashing. Qui pouvait être reproché dans le passé, c'était l'écart entre ce que je raconte et ce que je fais. En gros, je raconte une chose que je ne fais pas. Ce qui était reproché et qui a pu créer d'ailleurs de la suspicion dans le passé, c'était cela. Aujourd'hui, en vrai, toutes les entreprises font, tout le monde s'y est mis. Le sujet, c'est est-ce que vous faites suffisamment et est-ce que vous faites suffisamment vite? C'est est-ce que, en vrai, les actions que vous avez enclenchées permettent la réussite de la transition économique et est-ce qu'elles permettent le passage à l'échelle de cette économie plus durable? Donc, c'est la sincérité, même plus que ça, c'est la réalité des transformations à l'œuvre dans leur capacité à réussir cette transition économique. Et on doit tous être absolument mobilisés, non pas pour faire des choses anecdotiques, et d'ailleurs avoir un certain impact en communication, parce qu'on peut avoir de l'impact en communication avec de l'anecdotique, mais à se concentrer sur ce qui est absolument transformant à l'échelle des entreprises
pour lesquels nous travaillons et qui apportent une réponse concrète aux enjeux. Je reprends mon exemple de l'épargne ISR. Ça fait 3-4 ans qu'on est très investi dans ce domaine-là. Et donc, en tant que premier acteur en France, on constate aujourd'hui que c'est plus de 50% de la nouvelle collecte. Et ça veut dire que le passage à l'échelle, il est en train de se faire, que les usages de nos clients sont en train de se transformer et que donc l'impact positif sera significatif. Donc en un mot, je pense que l'essentiel aujourd'hui qui doit nous animer, c'est vraiment cela. Concentrons-nous sur ce qui change réellement la donne, la change vite, et communiquons uniquement là-dessus. C'est d'ailleurs probablement la meilleure manière de construire une réputation durable et crédible. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, Bertrand Ciseaux, pour ce partage. Merci à vous. Et puis, nous allons maintenant passer à notre table ronde, donc, autour du thème et de la question « Comment aligner sa communication sur sa RSE ?» Et pour cette table ronde, nous avons la chance d'accueillir Nadine Cotet. Bonjour Nadine. Bonjour, bonjour Caroline. Vous êtes la directrice marketing de Aigle. Hélène Coulbeau, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes la responsable de la communication interne RSE et corporate de Nespresso. Et bonjour Jérôme Lermenier. Vous êtes le directeur général de Future Brand France. Pardon. Bonjour, merci Caroline, bonjour à tous. Alors, ma première question s'adresse à vous quatre. Avez-vous déjà rencontré des distorsions entre la communication de votre entreprise et ses engagements RSE? On peut peut-être commencer par vous, Nadine. Bah, si vous voulez, donc bonjour à tous déjà. Écoutez, nous en fait, ce qui est assez particulier, je dirais, chez Aigle, c'est qu'en fait, c'est une marque qui depuis 167 ans finalement fait de la RSE sans vraiment le communiquer. On a vraiment commencé à le communiquer cette année parce que quand on est arrivé sur la marque, notamment moi qui suis arrivé sur la marque il y a 1 an et demi, finalement on s'est rendu compte que tout était dans l'ADN de la marque depuis le départ. C'est-à-dire on est à partir de bottes en caoutchouc naturel, donc un produit complètement, je dirais, RSE ou durable. On a des produits qui sont faits pour durer toute une vie. On a des produits qui sont faits pour l'extérieur, donc finalement des produits qui sont complètement en phase avec la nature, avec les saisons. Donc finalement, je dirais que la distorsion, elle était presque dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de choses déjà sans vraiment le communiquer. Et finalement, la marque est tellement naturellement liée à l'éco-conception, à l'éco-durabilité, que c'était naturel finalement de le remettre au cœur et d'accélérer bien sûr le processus, mais finalement de communiquer ce qu'on faisait et non pas l'inverse. Voilà. D'accord. Dans ce sens-là. Et Hélène, est-ce que vous avez noté des distorsions en fait entre ce que vous faites et puis l'impression qu'on peut avoir de votre démarche RSE? Alors évidemment, une distorsion très claire entre ce qu'on fait et la perception par le public. Au global, de toute façon, c'est tout l'enjeu de la communication RSE et je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle là-dessus. Ce qu'on a juste constaté, nous, c'est que en termes de communication sur tous ces engagements RSE, ces initiatives que l'on a, que ce soit pour parler de neutralité carbone, que ce soit pour parler d'aluminium recyclé dans les capsules, que ce soit pour parler de la relation avec les producteurs, l'humour ne fonctionne pas parce qu'on a testé plein de choses en fait chez Nespresso. L'humour ne fonctionne pas, il faut absolument rester factuel et être cohérent sur tous les points de contact. Et puis, peut-être on a parfois été un peu en avance pour parler de certains thèmes qui ne sont pas encore aujourd'hui bien intégrés par le grand public, notamment sur la neutralité carbone. C'est une conviction qu'on a qu'il faut qu'on le fasse parce qu'en fait, on est neutre en carbone depuis 2016 et on communique dessus depuis 2016. C'était très tôt à l'époque, ça reste encore un petit peu tôt, mais ça reste une conviction qu'il faut quand même le faire, même si probablement ça génère des interrogations et des distorsions puisque c'est pas encore un concept très bien compris, très bien maîtrisé par le grand public. Mais voilà, je pense qu'il faut faire avec ses convictions d'une part et puis apprendre avec différentes campagnes d'autre part et puis s'adapter au fur et à mesure. Donc, en fait, si j'entends bien ce que vous me dites, il y a presque une démarche un peu pédagogique en termes de communication envers le grand public.
Sur les sujets RSE, c'est essentiel. Nous, ce qu'on a fait depuis déjà 6 ans maintenant, c'est que dans cette démarche de pédagogie, on a lancé un site internet qui est dédié à nos initiatives RSE, parce que, comme le disait Nadine, en fait, hein, il y a plein de choses qui sont faites depuis longtemps, qui n'ont jamais été communiquées. Nous, chez Nespresso, on a une particularité, on fait du café. Hein. Donc, le café, c'est une matière première agricole. Vous ne pouvez pas faire un café de qualité, qui est notre positionnement. Hein. Vous ne pouvez pas faire un café de qualité dans un environnement dégradé. Donc, ça fait 20 ans que notre stratégie de sourcing, pour avoir ce café de qualité, c'est une stratégie, en fait, qui s'appelle aujourd'hui RSE, mais qu'on n'appelait absolument pas RSE à l'époque. Donc, c'est vrai que si on n'est pas aujourd'hui, enfin, c'est complexe de dire aujourd'hui des choses qu'on aurait dû dire finalement il y a 20 ans, mais c'était pas une stratégie de communication, c'était pas une stratégie RSE, c'est une stratégie business. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de parler de quelque chose que nous, qui est très intériorisé en interne hein, depuis très, très longtemps, mais que les gens ne savent pas encore. Et donc, il faut faire preuve de pédagogie d'abord. Et puis, et du coup, dans la pédagogie, ben, ça veut dire qu'il faut faire des choix dans les messages qu'on passe et dans les initiatives qu'on veut promouvoir. C'est parfois crève-cœur, mais il faut faire des choix. D'accord. Jérôme Lermenier, je vais un peu préciser cette question pour vous. Comment est-ce qu'on peut sentir le manque d'alignement entre la communication, la démarche RSE et l'expérience client, en fait? Il y a pas mal d'exemples qu'on pourrait citer. Je pense qu'on aura aussi l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais il y a, je pense, toujours cette idée d'adéquation entre la raison d'être et l'expérience. Ça, je pense que c'est un point assez central finalement. Et dès qu'on s'échappe de ça, tout d'un coup, il y a une dilution, tout d'un coup, il y a une torsion qui se met en place. On peut citer des exemples qui ne sont pas toujours négatifs d'ailleurs. Hein. On l'a vu en 2019 avec le CEO d'Unilever, quand tout d'un coup, ces distorsions sont aussi une opportunité pour restructurer les choses, pour restructurer un portfolio de marques, même s'il y a beaucoup de choses qui sont évidemment en cours en termes de calendrier. On peut aussi citer la distorsion qui peut se créer quand une entreprise se transforme et dans ses logiques d'innovation. Ça a été le cas notamment avec la goutte d'Evian. Hein, et Evian, c'est Danone, donc il y a un process aussi de transformation, il y a une raison d'être qui est plutôt parfaitement établie. Et puis tout d'un coup, on a cette goutte, objet design assez fascinant, mais qui en même temps peut évidemment et à juste titre paraître comme un non-sens. Donc tout d'un coup là, c'est 150 000 personnes sur des réseaux sociaux et c'est la marque qui prend position et qui décide de retirer cet objet qui peut paraître effectivement complètement, on va dire, à contre-courant. D'accord. Hélène Combeau, donc, est-ce que vous pensez que votre entreprise a trop souvent tué en fait sa démarche citoyenne et engagée et a refusé d'en faire un outil marketing par quoi? Par humilité ou par peur d'être taxé de greenwashing? Parce que c'est vrai que voilà, si je prends dans l'imaginaire collectif, le café en capsule, bah, a priori, c'est pas RSE, parce que pourquoi ne pas prendre du café en vrac? Est-ce que ça ne crée pas moins de déchets? Alors, il y a plein de choses dans votre question en fait. Pourquoi est-ce Ouais. qu'on a tué les choses? En effet, c'était pas je sais pas, je pense pas que ce soit l'humilité. Je pense qu'il y a eu des peurs. Enfin, il y a des vraies peurs et toujours aujourd'hui en fait, hein, de continuer à sortir du bois sur nos initiatives RSE parce que justement, comme je vous le dis, ça fait très longtemps qu'on les fait, mais qu'on les fait pas pour de la com. Et donc en fait, sortir aujourd'hui, et ben du coup, ça veut dire, on sait déjà que les gens vont douter. D'où le fait que c'est hyper important d'avoir une communication forte, régulière et factuelle, toujours factuelle. Rappeler les faits, avoir un site dédié qui montre bien, qui stocke toutes les informations, avoir les témoignages de nos partenaires qui sont hyper importants pour porter le même message en même temps que nous. Donc ça, c'est sûr. Après, en effet, vous parlez de perception, notamment des idées reçues. C'est vrai qu'on fait face chez Nespresso à de très nombreuses idées reçues. Sur l'impact environnemental d'un café, vous parlez du vrac versus la capsule. Là, vous voyez, vous prenez tout de suite le point de vue de l'emballage uniquement. On sait tous aujourd'hui, nous qui faisons de la RSE, que l'impact environnemental d'un produit doit se mesurer sur l'ensemble de son cycle de vie. Eh bien, aujourd'hui, toutes les études, les analyses de cycle de vie montrent bien que consommer un café en capsule, c'est un impact environnemental qui est 30% inférieur à celui du café en grains. C'est totalement contre-intuitif, mais si on vous explique pourquoi et qu'on vous dit qu'en fait, le premier contributeur à l'empreinte environnementale d'un café, c'est l'étape de la production du café, alors ça se comprend tout de suite.
Une capsule, c'est une dose de 6 grammes de café. Un café en grains, c'est 9 grammes. Rien que ça, à chaque tasse que vous préparez, vous avez un impact qui est plus important. Mais parce qu'il faut sortir des idées reçues de juste l'emballage, qui est un sujet, qui est un vrai sujet, et que nous adressons en lançant les premières capsules avec 80% d'aluminium recyclé. Il ne faut pas nier ce sujet qui est clé. Ça, c'est l'innovation qu'on a lancée en 2020. Mais à côté de ça, il faut aussi savoir prendre du recul en se disant l'impact environnemental d'un produit, quel qu'il soit, café ou autre, c'est l'ensemble de son cycle de vie qu'il faut regarder. Et justement, je veux bien qu'on revienne sur le recyclage de la capsule, parce qu'en préparant cette conférence, vous m'avez expliqué la création d'une machine spéciale que vous avez développée. Est-ce que vous pouvez nous faire partager ça? Alors, en fait, le recyclage des capsules, c'est un sujet qui est vieux pour nous, puisqu'en fait, ça fait 12 ans qu'on a lancé 2 filières de recyclage des capsules. Et en fait, c'est très simple. Une capsule de café Nespresso, vous pouvez donner une seconde vie à la fois au corps de la capsule, qui est de l'aluminium. Et c'est le seul matériau, comme le verre, qui est recyclable à l'infini. Donc, si vous le recyclez, vous le refondez, vous faites des canettes, des vélos, etc. Et le marc de café, en fait, vous le valorisez en compost. Vous pouvez aussi le mettre dans votre frigo anti-odeur, en faire des masques comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est un support clé de compost qui est utilisé par les agriculteurs, en fait. Donc, c'est un produit qui, de toute façon, n'est pas un single-use produit, justement. C'est un single-serve, mais par contre, on l'utilise, on réutilise, on a de multiples vies à nos capsules. Et ce qu'on a fait, en effet, c'est cette machine. Vous parlez d'une machine, c'est la machine à courant de Foucault. C'est une machine qui sait, dans un centre de tri, qui sait éjecter tous les petits aluminiums. Et en fait, cette machine-là, on a découvert en 2009 qu'on pouvait l'implémenter dans tous les centres de tri en France. Et c'est ce qu'on est en train de faire, du coup, depuis 2009, de mettre cette machine dans tous les centres de tri en France, ce qui vous permet à vous, Français, de mettre vos capsules de façon très simple dans votre poubelle jaune. Alors, à Paris, elle est jaune. Dans d'autres villes de France, elle est bleue, elle est verte. Donc, on va parler de bacs de tri ou de poubelles de recyclage. En trouvant cette solution pour nos capsules, en fait, on a trouvé une solution pour tous les petits emballages métalliques. Tous vos petits déodorants, les petits mais qui fonctionnent comme les grands, les plaquettes de médicaments, les petites canettes, vos opercules de yaourt, vos emballages de Kiri, vache Kiri, tous ces produits-là, maintenant, vous pouvez, 35% des Français, vous pouvez les mettre directement, facilement chez vous dans votre poubelle jaune et ils seront recyclés. Et l'année prochaine, ce sera 50% des Français et on continue nos efforts pour que l'ensemble de la population soit couverte, sachant que ça, c'est une solution qui s'ajoute à celle qu'on a trouvée pour nos clients, puisque aujourd'hui, 94% de nos clients ont une solution de collecte de leurs capsules près de chez eux, puisqu'on a un partenariat avec des points relais, 2/3 des déchetteries françaises, on a nos boutiques, on a un système de collecte gratuit pour les entreprises. Donc voilà, c'est différentes solutions pour aboutir à un recyclage effectif complet, ce qui est notre objectif, de toutes les capsules de café en aluminium Nespresso. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces capsules de café, on peut en réutiliser et le marc de café et l'aluminium et qu'il faut donc absolument qu'on puisse le faire. Nadine Cotet, donc vous nous disiez à quel point effectivement votre entreprise créée en 1853 est par essence, par essence dans son ADN, on dirait, des valeurs RSE et pourtant vous avez tenu à travailler justement, je crois, sur votre raison d'être. Vous pouvez nous parler de cette démarche? Oui, en fait, c'est vraiment important pour nous, pour à la fois fédérer en interne et expliquer aussi ce qu'on fait à l'externe, d'avoir une raison d'être forte et complètement en lien avec notre ADN et avec notre mission. C'est vraiment permettre à chacun de vivre des expériences sans laisser d'autres traces que celles de ses pas. Des expériences, bien sûr, à l'extérieur, parce qu'on a des vêtements d'extérieur, et on ne laisse pas d'autres traces que celles de ses pas, parce que finalement, on porte des bottes, beaucoup, vous connaissez bien les bottes Aigle, en caoutchouc naturel, et finalement, on veut qu'à l'extérieur, finalement, on laisse très peu d'empreintes, c'est vraiment notre objectif. Et c'est vraiment un travail de fond qu'on a fait pour vraiment, là, la partie était interne, externe est très importante. En interne, ça donne du sens beaucoup à nos collaborateurs, parce qu'en effet, quand on travaille chez Aigle, on a une mission qui va au-delà de vendre des produits, mais aussi de laisser un monde un peu plus propre et un monde meilleur. Mais également, je dirais, en externe, puisqu'on a vraiment lancé cette année des initiatives importantes, parce qu'on parle de pédagogie, comme le disait Hélène, mais nous aussi, on parle d'aider finalement les consommateurs à avoir des comportements plus responsables. Parce que c'est vrai que parfois, on se pose des questions, même soi-même, on a des produits en trop, on consomme, on se dit comment faire pour finalement consommer de façon plus vertueuse. Nous, on permet aux consommateurs de le faire parce que nos clients, en fait, sont déjà dans cet univers-là. Ils ont des produits qui durent, des produits qui durent toute une vie. Donc, on leur a proposé, par exemple, l'année dernière, un site de seconde main. C'est-à-dire que les clients
peuvent aller voilà, vendre, entre guillemets, leurs produits de seconde main dans notre site. D'autres clients peuvent en bénéficier. Donc, c'est vrai que pour des parkas, qui sont des parkas parfois à un prix assez élevé, ça permet justement à d'autres personnes d'en acheter. Et surtout, c'est des produits qui ont une histoire, c'est des produits qui se gardent toute une vie. Donc ça, comme des bottes d'ailleurs, hein, donc ça, c'est hyper important. On a aussi mis des boîtes, alors pas de collecte dans les magasins pour permettre aux clients de déposer des vêtements, et pas d'ailleurs que des vêtements Aigle. Hein. Et nous, derrière, ça nous permet de faire voilà, du recyclage, des matelas, ça nous permet même de faire des produits, enfin des props, comme on dit dans le jargon, pour mettre dans nos magasins avec des matériaux recyclés. Et puis enfin, nous, nos produits, ce qui est hyper intéressant aussi dans cette démarche de durabilité, c'est que nos produits se réparent en fait. Et en plus, les clients, finalement, certains, en tout cas, ont assez peu envie de se séparer de leurs produits. Ils ont une parka qu'ils aiment pour la vie et forcément, ils reviennent nous voir avec un tout petit accroc, avec des petites choses et on peut les réparer. On leur propose même parfois des ateliers de réparation en magasin parce que c'est aussi important pour eux. Et je pense que cette démarche donc de la raison d'être, elle s'exprime à la fois dans des petits gestes du quotidien et aussi dans des motivations plus profondes. Mais je dirais que c'est ça important pour nous, c'est des petits gestes du quotidien. Pour nous, on a aussi une autre, je dirais un autre leitmotiv, c'est que chaque geste compte. Parce que finalement, Aigle, c'est une très belle marque, une très belle maison, mais c'est une entreprise de taille intermédiaire. Donc, on n'est pas, je dirais, un gros faiseur, mais on pense qu'à notre échelle, on peut contribuer à ce monde meilleur et à permettre aux clients d'avoir des comportements voilà, plus responsables s'ils le souhaitent. Et ça, c'est important pour nous. Mais en l'occurrence, vous ne souffriez pas de distorsion dans votre cas, parce qu'il y a une cohérence en fait. Il y a une cohérence, même à la limite, les clients, l'écosystème venaient même nous voir en nous disant bah, vous êtes une marque responsable, c'est pour ça qu'on vient vous voir, vous êtes une marque française, vous avez une usine en France, une manufacture qui fait voilà, 2600 bottes par jour, enfin 2 paires de bottes par jour. Donc on a vraiment cet ancrage qui est très fort dans le cœur des Français, je dirais, les bottes de notre enfance, enfin voilà, tout ça fait que finalement, c'était complètement naturel d'être dans ce sujet. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi, c'est que on n'a personne, si vous voulez, de titré RSE dans l'entreprise. Parce que pour nous, d'abord, chaque personne doit être dans cet univers, que ce soit à la marque, que ce soit bien sûr au produit. C'est évident que le produit a un cœur de métier qui doit être qui est là, mais je dirais qu'il n'y a personne qui le symbolise parce que pour nous, chaque personne doit le symboliser. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité avoir un poste, mais finalement, que chacun puisse embrasser cette cause. Mais vous avez, cela dit, un ambassadeur, on peut dire, parce que je crois que vous avez engagé des actions avec Yann Arthus Bertrand. Vous pouvez nous en parler? Alors, en fait, c'est plutôt, il fait partie, en fait, vous savez, on est passé entreprise à mission, donc société à mission. Ça nous a permis en fait de mettre notre raison d'être dans nos statuts et pour nous c'était très important parce que c'était un symbole fort et en plus un engagement fort parce que vous le savez ensuite on est audité de façon régulière sur l'atteinte de nos objectifs. Donc voilà, donc Yann Arthus Bertrand avec d'autres personnes hein, d'ailleurs, Elisabeth Laville d'Utopie, je sais qu'elle est intervenue sur ce stratégie. Voilà, après on a Maëva Bessis de la caserne, enfin on a voilà, pas mal de monde qui participe à ce comité de mission. On a des gens très engagés, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi Yann dans le groupe, parce que qui ont vraiment, eux, des vraies convictions et qui vont nous challenger justement sur ces objectifs. Et pour nous, c'est hyper important. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on travaille avec un département de l'association Good Planet pour définir notre trajectoire carbone, puisqu'on s'est engagé, nous, à diminuer notre empreinte carbone de 46% jusqu'à 2030, par des calculs dont je vous épargnerai les détails, mais en tout cas, si vous avez plus d'envie, vous pouvez le savoir, c'est 46% et ça va nous permettre voilà, d'être tout à fait en lien avec nos objectifs. Et on le fait déjà dans nos produits, on le fait déjà dans tout ce qu'on peut faire au quotidien, en fait, hein, que les entreprises font, mais aussi que les employés font, que les collaborateurs font. Mais peut-être justement une dernière question spécifiquement sur vos objectifs et votre stratégie. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une distorsion aussi du côté du public entre toutes les promesses et tous les engagements que prennent les entreprises et puis la réalité et la réalisation de ces engagements? Est-ce que là, il n'y a pas une distorsion et une suspicion nouvelle qui peut arriver? Nous, en fait, en réalité, on communique vraiment ce qu'on fait, hein, j'insiste, mais en fait, par exemple, sur les produits, aujourd'hui, la saison qui arrive, on va être à 10% de produits éco-conçus. On sait déjà qu'en fall winter, la saison d'hiver, on va être à 43% de produits éco-conçus, on sera à 50%. Donc, en fait, on communique des choses assez factuelles. Et comme le disait Hélène, je suis tout à fait d'accord, il faut être factuel.
Il faut dire voilà, combien de pourcentage de produits sont éco-conçus, comment on va faire pour justement, voilà, comment on va le faire parce qu'on va utiliser du polyester recyclé dans les parkas, on va utiliser du coton bio versus le coton traditionnel. Voilà, il faut qu'on soit factuel et dans ces cas-là, nous, les objectifs, il n'y a pas de distorsion puisque finalement, on essaye de faire des objectifs réalisables. On ne va pas dire que demain, là, d'ici 6 mois, on va être à 100% de produits éco-conçus, ça on ne le dit pas. On ne dit même pas qu'on va être à 45, on sera à 43. Voilà. Donc, c'est clair. C'est la même chose pour nos engagements associatifs ou nos engagements sur la biodiversité. Voilà, on s'engage avec des associations qui sont complètement légitimes avec notre ADN, puisqu'on est en partenaire de la LPO, la Ligue de protection pour les oiseaux, et on soutient un certain nombre de races d'aigles, donc complètement en lien avec l'ADN. Donc, on fait des choses qu'on sait qu'on pourra faire. Et on s'engage à le faire, et c'est des vrais engagements, parce que c'est un vrai travail de passer de 10% à 40%, mais on ne dit pas on passe de 10% à 100%. Ce n'est pas notre objectif. D'accord. Jérôme Lermenier, une question peut-être sur la taille des entreprises. Est-ce que la taille des entreprises joue un rôle dans cette distorsion de communication, en fait? Est-ce que c'est plus difficile, au fond, d'embarquer une grande boîte qu'une petite start-up? Alors, là-dessus, je pense que je répondrai de manière très claire. Oui, je pense que c'est évidemment, je ne sais pas si c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est plus lent, c'est plus subtil. Il y a beaucoup plus de nuances, en tout cas, sur la façon de porter les choses et de les implémenter. Nous, on a la chance de travailler pour des marques qui sont complètement différentes. Et on parlait de l'univers bancaire tout à l'heure. On s'occupe notamment d'une marque qui s'appelle La Nef, qui est une marque absolument formidable, qui est pionnier sur la finance éthique et en même temps, la Nef a aussi un objectif de transformation, d'échelle, d'évolution, parce que l'univers bancaire, il faut des agréments, il faut des surfaces financières. Donc, il y a toute une transformation qui elle aussi, inversement, et reste importante. Après, c'est sûr que les grands groupes multinationaux qui ne sont pas nés comme la Nef avec un business model, on va dire, vertueux et complètement, on va dire, bien édicté, ça prend plus de temps parce que la transformation, elle doit déjà être portée de l'intérieur. Hélène et Nadine l'ont cité tout à l'heure. C'est les collaborateurs qui doivent être aussi le relais, on va dire, privilégié de cette transformation. Ça prend du temps parce qu'il y a aussi des investissements qu'il faut financer. Il y a des logiques de chaîne industrielle. Il y a énormément de choses qu'il faut transformer. Donc, il y a une culture, je pense, qui est pas du tout la même à porter entre une entreprise de 40 ou 50 collaborateurs et une entreprise de 100 000 ou 150 000 collaborateurs à travers le monde. Et après, il y a des choix stratégiques qui sont faits. C'est-à-dire qu'on peut être né comme aujourd'hui ce qu'on appelle les clean brands avec un positionnement déjà RSE, puis on peut aussi faire évoluer son business model. C'est possible, même sur des entreprises de taille intermédiaire. Il y a un exemple qui est souvent pris, qui est cette firme nordique, je crois que qui est norvégienne d'ailleurs, qui s'appelle Ørsted, qui a complètement revu son business model dans le milieu de l'énergie en passant de 90% d'énergie fossile à 90%, on va dire, d'énergie renouvelable. Donc, c'est intéressant. C'est jamais une fin en soi. C'est jamais un obstacle infranchissable. Mais je pense que c'est un sujet complexe. On parlait de la Nef tout à l'heure. Et dans les difficultés, on va dire, de communication, on parle de distorsion et c'est bien normal qu'il y ait des distorsions quand un sujet, on va dire, est aussi central dans les enjeux de communication, mais c'est aussi parce que c'est un sujet complexe. Aujourd'hui, tout est aussi un peu perçu comme RSE. Il y a un appétit des consommateurs, des citoyens pour voir les preuves d'engagement des marques. Donc, les marques se sentent aussi portées par cette dynamique. Elles ont cette responsabilité. Et ce n'est pas si simple. Je vais vous citer un autre exemple d'un de nos clients, c'est les 24 heures du Mans. Et je cite les 24 heures du Mans parce que là encore, on a une réflexion sur la marque. Et ce n'est pas la course, ce n'est pas l'événement, c'est le futur de la mobilité. Et avec des partis pris qui sont extrêmement courageux sur le Mans, c'est l'hydrogène, ce n'est pas l'électrique. Mais alors, vous avez beau avoir effectivement cette idée très claire, ce véhicule de transformation que vous portez, malgré tout, il faut éduquer. Parler d'hydrogène aujourd'hui aux gens, je pense que c'est difficile parce que aussi les pouvoirs publics ont fait le choix de l'électrique. Et je pense que, et Hélène il fait souvent référence, si on n'est pas accompagné, on ne peut pas non plus tout transformer tout seul. Et on a besoin d'avoir un appui qui soit politique, qui soit gouvernemental ou tout simplement plus local. Mais ce n'est pas juste l'entreprise, c'est l'entreprise dans un monde qui est celui qu'on vit et qui est évidemment toujours très complexe.
Très bien. Et alors, une question à Hélène. Quelle solution est-ce que vous avez trouvée pour éviter ces distorsions dans la communication interne? En communication interne, en fait, c'est un véritable enjeu, la communication interne, Caroline, c'est une très bonne question. On a un travail de sensibilisation et de formation énorme. Parce que pour le coup, chez Nespresso, on vit une vraie distorsion entre ce qui est ressenti par les collaborateurs, parce que ce qui est su de ce que fait l'entreprise, et du coup, cette grande fierté des collaborateurs, et la perception par l'externe. Du coup, ce qu'on a fait, c'est 2 initiatives principales. Je pense qu'il faut à la fois communiquer, former et faire agir. Du coup, pour communiquer et former, on a d'abord lancé, il y a déjà plus de 10 ans maintenant, une Green Team avec un représentant de chaque direction de l'entreprise pour que toutes les initiatives RSE redescendent dans chaque département. Pour aller plus loin, on vient de lancer un grand programme de formation où on a choisi 120 personnes sur les 1400 que compte l'entreprise aujourd'hui en France. Ces 120 personnes, on va les former tous les mois, enfin on est en train de les former tous les mois à chacun de nos engagements et à ce qu'on fait en réalité pour que eux-mêmes forment leurs équipiers et que du coup, toute l'entreprise soit bien au même niveau de connaissance. Mais au-delà de ça, pour que chacun finalement s'approprie bien les sujets, on a aussi lancé un sujet d'action, un programme pour faire agir les collaborateurs qui s'appelle We Act. Et l'objectif, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions agir à notre propre niveau pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise, qu'on réduise chacun notre empreinte carbone en termes d'énergie, de transport, de déchets, de papier, même d'impact numérique. Donc, on apprend à chaque collaborateur comment réduire son empreinte carbone et en fait, ça va permettre à l'entreprise aussi d'atteindre ses objectifs de réduction. Sans les collaborateurs, en fait, on n'est rien. On ne peut pas agir aussi vite. Je parlais dans le chat de passage à l'échelle. Il faut vraiment pouvoir embarquer tout le monde, que ce soit à la fois nos collaborateurs en interne, mais aussi nos audiences externes, notamment nos clients, pour pouvoir avancer et avancer plus vite. D'accord. Eh bien, même question à vous, Nadine, concernant ces distorsions dans la communication interne. Quelle solution est-ce que vous avez trouvée? Est-ce que vous êtes d'ailleurs exposé à cela? Alors peut-être moins, je pense, que Nespresso ou Hélène, parce que c'est vrai qu'on a quand même on a une vraie osmose, en fait, je dirais, mais c'est un enjeu hyper important. Je suis complètement en phase avec Hélène. Il faut vraiment que ça soit, que nos collaborateurs soient des ambassadeurs, en fait, de notre projet. Donc, en fait, nous, c'est la même chose. Hein. On a aussi on n'a pas la Green Team, que j'aime beaucoup d'ailleurs comme terme, mais on a aussi une équipe, en fait, voilà, Aigle qui vraiment travaille sur ces sujets et dans tous les départements, comme je vous le disais, parce que c'est quelque chose de très transverse. Et c'est vraiment important pour nous à la fois de former, d'informer et aussi de faire agir. Donc, nous, on a la chance d'avoir une manufacture à Ingrande. On a des jardins qui sont, enfin des jardins, je ne sais pas comment appeler ça, des jardins, mais en tout cas un espace vert qui sont autour de l'usine, autour de la manufacture, où les collaborateurs ont mis en place de la permaculture, par exemple. Donc, on agit vraiment au quotidien. On a aussi un bureau ici à Paris complètement green avec une partie collecte où on mesure vraiment les déchets collectés, etc. On va mettre en place, et on l'a fait l'année dernière aussi, quand on peut, on n'est pas confiné, des opérations de nettoyage, nettoyage de plage, nettoyage de lieux, de façon très importante. Donc, il y a à la fois, en effet, cette formation, je dirais, plus théorique, où on fait venir nos partenaires, comme justement la Fondation Good Planet ou autres, pour informer, pour donner les mesures, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et puis, là, bien sûr, l'action au quotidien de nos collaborateurs. Et on les challenge aussi beaucoup sur les idées qu'ils apportent, sur leur contribution à un des bureaux plus green, par exemple, un petit challenge qu'on a fait récemment. Et je dirais que pour faire l'interne… Comment ça se passe, excusez-moi, mais comment ça se passe des bureaux plus green? Par exemple, on le disait, hein, on n'imprime plus vraiment. On se fait une journée de rangement de façon très simple. Avec nous, on a beaucoup de prototypes, etc., qu'on donne à des associations. On a aussi décidé de mettre en place une journée sans email, par exemple, qui est vraiment la journée où là, on fait vraiment une économie d'énergie de façon importante. Et juste pour dire l'interne, l'externe, je vais vous donner un petit exemple assez frappant. C'est ce qu'on a fait pour l'année dernière sur la partie Black Friday. Donc, on a décidé de ne pas jouer le Black Friday, de jouer le Green Friday. Donc, de fermer, parce que malheureusement, à cette époque-là, les magasins étaient fermés, je ne sais pas si vous vous souvenez, en novembre. Oui, bien sûr. Mais voilà, donc on n'avait pas pu fermer nos magasins, mais en tout cas, on a fermé notre site Internet et on a ouvert que le site de seconde main qui s'appelle Second Souffle. Et en interne, c'est l'externe, et en interne, ce jour-là, on a donné 2 heures ou une demi-journée, enfin 2 heures aux employés pour assister à une conférence Good Planet sur justement le changement climatique. Et on a favorisé aussi
auprès des collaborateurs la possibilité de donner leur ancien produit, justement, ou le vendre, parce qu'on leur donne des bons d'achat, et de collecter les anciens produits qu'ils avaient, parce qu'on a des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, notamment à la manufacture, pour pouvoir les revendre et puis en faire profiter d'autres. Donc, si vous voyez ces deux actions sur cette journée symbolique qu'on a appelée le Green Friday, enfin, qui est appelée d'ailleurs parfois par certains le Green Friday, on a vraiment fait une vraie osmose entre l'interne et l'externe. Merci. Eh bien, une question à vous, Jérôme. Moi, j'entends toutes ces belles initiatives et j'avoue que je suis assez séduite par tous ces engagements. Mais comment est-ce qu'on arrive à convaincre de la singularité et de la sincérité de ces démarches en termes de communication? Alors, je vais essayer d'apporter différents éléments de réponse. Le premier, je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est d'être clair sur sa raison d'être. Très intéressant l'exemple de Nadine parce qu'on va jusqu'au bout, on va dire, de l'exercice avec l'entreprise à mission, mais sans aller jusqu'à la modification des statuts, voilà, s'accorder sur la contribution sociétale que l'entreprise, la marque peut ou doit porter. Et ça, je pense que c'est un filtre qui est indispensable en fait pour, on va dire, choisir, sélectionner, prioriser les actions qu'on va mettre en place. Et il n'y a pas de petites actions. Quand Ikea aujourd'hui se travaille pour favoriser, améliorer le quotidien du plus grand nombre, ce qu'ils ont fait il y a 2 semaines avec le fait de mettre à disposition des notices de démontage des meubles, c'est à la fois anecdotique et en même temps c'est génial parce que c'est cohérent, parce que c'est quelque chose qui a un impact très direct dans la vie des gens. Et en même temps, il favorise la durabilité des produits. Donc, c'est pas grand-chose et en même temps, c'est formidable en termes d'impact. Je pense qu'après, Hélène et Nadine l'ont aussi dit tout à l'heure, il y a la transparence, il y a la précision. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas aborder ces questions-là sans être très clair sur des faits. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de plateformes qui sont disponibles. On peut penser à Gucci avec Equilibrium, qui est une initiative absolument génial parce qu'elle fédère, c'est une plateforme de faits, mais aussi de curation sur des énergies qui portent ces transformations-là. Et puis après, il y a probablement un exercice d'humilité. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, les acteurs qui se sont imposés comme les plus crédibles sur ces sujets, on peut citer Patagonia, on peut citer Cogent, on peut citer Veja, sont aussi ceux qui ont tout de suite reconnu leurs imperfections. Et c'est vrai que Cogent, dès le départ, disait on n'est pas parfait, mais on y travaille. Et je pense que c'est une erreur assez récurrente du côté des marques, c'est vouloir à la fois être parfait, ce qui n'existe pas. Encore une fois, c'est un sujet qui est trop complexe pour être parfait. Et ça nécessite aussi cette perfection d'attendre trop longtemps avant de le dire. Donc, je pense que s'ouvrir, accepter aussi que ce sujet soit un sujet plein de contradictions. Une marque, vous savez, c'est un corps vivant. Hein. Quand on travaille une plateforme de marque, on parle de valeur, de personnalité. Et ben, finalement, on parle d'individus, hein, d'un matériel qui se rapproche des contradictions que nous, on peut avoir en tant que consommateur ou citoyen. Donc, il y a différents aspects, en tout cas, pour répondre à votre question. Et alors, deuxième question. Je voulais rebondir parce que je trouve que c'est super intéressant ce que dit Jérôme, parce que je suis complètement en lien avec cette histoire de chaque petit geste, chaque petite action compte. Et je trouve que quand on est, justement, nous, on n'est pas une grosse entreprise, on est plutôt une ETI, mais à notre niveau, et chacun... Vous pouvez nous rappeler combien il y a de salariés? En France, il y en a 600. Dans le monde, il y en a 1600, parce qu'on est très, très fort en Asie. Voilà, mais on a une manufacture aussi, donc ça compte aussi en France. Donc finalement, au siège, ici à Paris, on doit être une centaine, et on a un siège aussi à Ingrandes, on est 80. Donc vous voyez, c'est pas des gros chiffres, mais c'est quand même une taille raisonnable. Et je dirais que c'est important parce que finalement, à chaque niveau, chaque personne peut faire un geste. Quand on va vendre un produit sur Second Souffle, on fait un petit geste, même si c'est qu'une paire de bottes. Quand on va ramasser des déchets dans la nature, on fait un petit geste. Et ça, je trouve, nous, c'est vraiment notre volonté, et c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus communiquer sur des chiffres trop ambitieux, même si on a des chiffres, on a des ambitions fortes. On veut communiquer sur des choses qu'on sait qu'on fera. Et ça, c'est hyper important. Et les petits gestes, c'est hyper intéressant aussi, cette idée, parce que quand on a des produits, nous, par exemple, c'est des produits qu'on peut nettoyer. Et maintenant, dans nos colis, quand on fait des commandes sur notre flagship, par exemple, on a un petit carton tout simple qui explique comment nettoyer sa parka, comment nettoyer ses bottes, et finalement la garder plus longtemps. Et ça, c'est des petits gestes, parce que finalement, pourquoi finalement essayer de nettoyer ses bottes au Karcher, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, voilà, comment arriver à faire ces petits gestes pour aider finalement au quotidien la planète.
D'accord. Et Jérôme, alors une autre question concernant la surcommunication, parce qu'on voit bien toutes les multiples initiatives qui sont prises. Et est-ce qu'il n'y a pas, la surcommunication peut pas aussi créer des distorsions? Oui, complètement. Encore une fois, on l'a cité tout à l'heure, mais je pense qu'il vaut mieux choisir sa cause, ses actions et pas se disperser, parce qu'à un moment donné, on est perdu. Hein. Je pense que c'est une règle de communication qui dépasse même l'enjeu de la RSE. Et puis oui, aujourd'hui, on voit bien qu'on se retrouve, on va dire, noyé dans les labels, dans les appellations, avec des choses qui écrasent l'époque. Si vous réfléchissez au bio, par exemple, tout d'un coup, ça écrase l'époque. Et le bio va écraser tout le reste, alors que finalement, quand on regarde, c'est pas toujours le label le plus intéressant, le plus vertueux, le plus respectueux de l'empreinte carbone, notamment quand vous achetez vos bananes qui viennent du Sénégal ou votre ananas qui vient du fin fond du monde. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu perdu. On apprend et c'est là où les marques ont aussi leur responsabilité. Nadine et Hélène parlaient beaucoup d'éducation. Cette éducation, elle passe par donner des clés de navigation. Et essayer de simplifier en tout cas les chemins de pensée pour aider les consommateurs ou les citoyens à prendre les bonnes décisions. Hélène, du coup, je vous pose aussi cette même question. Vous qui avez beaucoup d'initiatives, comment on fait le tri pour choisir la bonne communication sans noyer effectivement le consommateur parfois sous des données qui peuvent être très techniques, très chiffrées, très abstraites au fond? Pour nous, on fait un complément en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on choisit deux messages. Nous, on a choisi deux messages en fait sur le recyclage de nos capsules et la neutralité carbone de nos cafés. On en choisit deux qu'on va essayer de pousser partout. En revanche, il est important d'avoir cette plateforme, et j'y reviens, hein, ce site nespresso.com/agi qui est là et qui donne tout le détail. C'est-à-dire qu'on doit avoir deux niveaux d'information. Il y a ce qu'on pousse de façon qu'on doit avoir simplifié, malheureusement, en effet, comme disait Jérôme, hein, pour que ce soit compris par toutes les audiences. Mais à côté de ça, il faut absolument avoir un background, un stock d'informations avec tout le détail. Donc pour nous, c'est vraiment une stratégie à deux niveaux. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas répondre avec la longueur d'un article du Monde. Donc, et pourtant, des fois, on aurait envie. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, on répond de manière courte, mais avec toujours un renvoi vers un site qui, lui, par contre, contient l'intégralité des informations. D'accord. Et alors, dernière question, du coup, je continue avec vous, Hélène. Comment est-ce que vous mesurez la réussite de votre communication et la fin du spectre de la distorsion? Alors, c'est une vraie bonne question. On mesure la compréhension des messages. Par nos clients dans les campagnes. C'est vraiment pour nous un critère vraiment important. Est-ce que le message est au moins compris? Pas tant en termes de conviction, un client peut avoir l'avis qu'il souhaite. En revanche, est-ce qu'il a compris ce que l'on voulait dire? C'est ça l'important pour nous. Donc c'est ça qu'on met en place comme outil de mesure en post-test. D'accord. Et Nadine, même question. Comment vous mesurez la réussite de votre communication et la fin d'une éventuelle distorsion ou d'un manque de connaissances sur le caractère vert de votre entreprise? En fait, c'est vrai que vertueux plutôt. Oui, nous, c'est vrai qu'on on fait pas énormément de communication massive, donc en fait, on va pas faire vraiment de post-test. En revanche, on essaye de mesurer régulièrement l'image de la marque, hein, à la fois en interne et en externe. Et c'est comme ça qu'on mesure aussi si finalement la stratégie est comprise. Et c'est aussi par des petits signaux faibles, parce qu'en effet, quand on voit beaucoup de gens qui vont sur notre site de seconde main, quand on voit beaucoup de gens qui ramènent des produits en magasin, qui viennent les faire réparer, pour nous, ce sont des signes que finalement, la stratégie est comprise et que notre stratégie, voilà, RSE, même si j'aime pas trop ce terme, est comprise. Donc en fait, c'est plutôt comme ça qu'on va le mesurer. Voilà, c'est par ces mouvements et par ces actions de nos clients et de nos collaborateurs. Très bien, ben, je vous remercie infiniment tous les trois pour ces échanges très intéressants, très concrets et très inspirants. Et puis maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Pulvar. Alors, je ne sais pas si Audrey va apparaître à l'écran, mais c'est possible. Audrey, mais oui, voilà. Bonjour Audrey. Comment allez-vous? Très bien, merci. Le temps de tout reconnecter. Je vous écoutais. Alors, je n'ai pas entendu depuis le début, mais j'ai entendu les 20 dernières minutes. Et je vous écoutais avec intérêt et attention. Merci. Donc,
tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Très bien. Donc, vous êtes la cofondatrice de Green Management School, qui fait partie du groupe Media School. Vous êtes également adjointe à la maire de Paris, en charge des questions d'agriculture, d'alimentation durable et de circuits de proximité. Et vous avez été la présidente de la fondation Nicolas Hulot. Et vous allez maintenant nous proposer donc une keynote sur la nécessité d'une cohérence dans tout le cycle de vie de la décision de l'entreprise en matière de RSE. Donc, on est ravis de vous écouter. C'est moi, mais absolument. Alors, un petit peu vraiment dans la continuité de ce qui a été dit. Et puis, comme je vous le disais, je n'étais pas là depuis le début, donc pardon si je répète des choses qui auraient déjà été dites, mais ce qui me frappe dans toutes les discussions que nous avons, et puis sur ces sujets-là sur lesquels nous travaillons tous ici depuis longtemps, c'est de voir à quel point on est aujourd'hui dans un monde qui est évidemment ultra connecté, où tout se sait instantanément, et j'ai presque envie de dire tout se sait partout instantanément, et dans un monde dans lequel les jeunes générations d'aujourd'hui et qui seront adultes et en mesure de décider, de diriger le monde d'ici peu, et les générations futures ne nous regardent pas encore, mais nous savons que nous avons des comptes à leur rendre. Ces jeunes générations, elles nous voient, elles nous regardent, elles nous demandent des comptes et elles demandent beaucoup de comptes aux entreprises. Elles ont besoin d'avoir confiance dans les entreprises vers lesquelles elles se dirigent, soit pour être recrutées par ces entreprises, soit pour être consommatrices et consommateurs des services et des produits proposés par ces entreprises. Et elles sont, ces jeunes générations, extrêmement vigilantes et exigeantes sur le fait que le discours général des entreprises, des sociétés, qu'elles soient très petites, moyennes ou grandes, que ce discours soit cohérent. Non seulement ambitieux, non seulement responsable, mais vraiment cohérent du début à la fin. Et la réalité, telle que nous la voyons à Green Management School et telle que j'y réfléchis avec d'autres, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui, à mon sens, mais je peux me tromper, on ne peut plus aujourd'hui considérer dans une entreprise, dans une administration, dans un organe de décision, que les questions liées à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité et à notre responsabilité à toutes et tous sur cette situation puissent être cantonnées à, disons, soit le département développement durable de la boîte ou à la RSE. C'est très bien la RSE, mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Il ne suffit plus pour les entreprises de se conformer à la réglementation, aux lois. Je pense par exemple en France à la loi Pacte. Il ne suffit plus de dénoncer une ambitieuse raison d'être. Encore faut-il que l'ensemble des décisions et l'ensemble de la chaîne de commandement dans l'entreprise soit imprégné de ces sujets. Et c'est pour ça que nous avons créé Green Management School qui vient du constat que j'ai fait quand j'étais présidente de la Fondation Hulot et où j'ai rencontré en presque 2 ans des milliers de personnes, que ce soit des étudiants, des enseignants, des chefs d'entreprise, des responsables d'établissement, des scientifiques, des militants, etc. Plein de gens qui me disaient, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Comment je peux, en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre, en tant qu'étudiant, en tant que simple citoyenne et citoyen, agir, moi, pour que les choses changent. Alors d'abord, ce que j'avais pour coutume de répondre, c'est que tout le monde doit agir, évidemment, à tous les niveaux, que ce soit les citoyennes et les citoyens dans leur quotidien, que ce soit les collaborateurs et les collaboratrices qui sont évidemment citoyennes et citoyens aussi d'une entreprise, que ce soit les chefs et chefs d'entreprise, que ce soit les États. Tout le monde doit réagir à son niveau. Mais pour agir de façon responsable et de façon cohérente quand on est une entreprise, il me semble qu'il faut que, sinon l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, au moins l'ensemble des cadres dirigeants soient vraiment informés, conscients et éclairés dans leurs décisions pour que, comme vous le disiez tout à l'heure, Caroline, l'ensemble de la chaîne de commandement soit cohérente et éco-responsable. C'est-à-dire qu'une
directrice ou un directeur des ressources humaines aujourd'hui doit pouvoir se poser la question des pratiques de l'entreprise en matière de ressources humaines et de la durabilité de ces pratiques, de leur équité. Une directrice ou un directeur des achats doit se poser la question de sa supply chain et de l'éco-responsabilité de la façon dont il ou elle organise ses achats et comment tout cela se répartit dans les process de l'entreprise. Pareil, sur les questions financières, des enjeux financiers, sur la stratégie de l'entreprise, pareil pour celui ou celle qui s'occupe du juridique, pareil évidemment pour le ou la chef d'entreprise qui dirige sa boîte. Si on se dit, bon, on fait ce qu'on a à faire et puis de toute façon, on a bien vu là à l'entrée de la cafétéria ou dans l'ascenseur, il y a un petit vadémécum avec les 10 points de l'entreprise vertueuse. Bon, je vais moins imprimer, je vais moins faire de mails, je vais moins faire ça. Et c'est bien, hein, je ne dis pas qu'il fallait pas le faire, mais on ne peut pas se contenter de ça et puis se dire, bon, de toute façon, on verra bien en comité stratégique, en comité de direction, à un moment, celui ou celle qui est chargé de la RSE nous dira, bon, ben là, ça ne va pas, là, ça ne va pas. C'est bien, je ne dis pas que ce soit inutile, évidemment. Il ne s'agit pas pour moi, là, de dévaloriser le travail de ceux qui s'occupent de la RSE, au contraire. Mais je pense que ce travail sera encore plus efficace si chacun dans la chaîne de commandement est imprégné de ces sujets-là, de la responsabilité de l'entreprise, de la responsabilité de chacune et chacun dans la réduction de notre empreinte sur l'environnement. Et donc, c'est là qu'on arrive, si l'ensemble des cadres dirigeants et dirigeantes d'une entreprise et par capillarité, l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices sont imprégnés de ces sujets, savent de quoi ils parlent et donc réfléchissent de façon éclairée à la façon dont la boîte fonctionne, eh bien c'est là qu'on arrive, à mon sens, à avoir une cohérence parfaite entre ce que dit l'entreprise et ce qu'elle fait. Et c'est là que, justement, encore une fois, comme tout se sait et tout se voit instantanément, eh bien, on réduit le nombre de malchances d'être pris en défaut ou d'être contradictoire avec ses objectifs. L'idée, c'est vraiment de sortir de la RSE ou de la vertu écologique qui ne serait pensée qu'en termes de communication, qu'en termes de wording, qu'en termes de storytelling. Ce n'est pas évidemment ce que font les entreprises qu'on vient d'entendre hein, là, depuis ce matin, mais c'est le reproche qui est souvent fait à des boîtes et souvent à des grandes multinationales. Bon, là, hier encore est sorti un rapport qui démontre à quel point les grands établissements financiers de l'Europe et dans le monde ont continué encore l'année dernière à énormément financer les énergies fossiles. Et je sais que c'est pas, j'en ai souvent discuté à quelques comme Antoine Cyr à la BNP, se dire que d'un coup comme ça, on va pouvoir devenir des établissements financiers, des banques entièrement responsables ou que la finance internationale brusquement va basculer dans un monde vertueux, évidemment c'est illusoire. Mais même s'il y a des efforts qui sont faits, je le sais, par les grands établissements bancaires et financiers, et qu'ils le disent et qu'ils le proclament, le problème, c'est qu'il y a une telle distorsion entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, qu'ils continuent de faire, que pour le grand public, c'est incompréhensible. Je ne suis pas en train de jeter la pierre, hein, mais en même temps, comme on parle de très loin, on peut se dire que dès qu'on fait un progrès, tout de suite, ça augmente considérablement le ratio, mais ça n'est pas suffisant. Il y a 2-3 ans, j'avais animé une grande matinée de réflexion, justement, de la finance internationale sur ce sujet-là, et tout le monde se congratulait pour avoir fait beaucoup de progrès, avoir fixé des objectifs très ambitieux en la matière, sauf que voilà, c'était il y a à peine 3 ans, et ce qu'on appelle la finance verte, parfois un peu abusivement, représentait moins de 1% des investissements de la finance internationale. Donc, c'est sûr que si on passe à 2%, on dira on a augmenté de 100%. Mais on a doublé. Donc,
l'idée, c'est vraiment, encore une fois, dans un monde où vous êtes les entreprises sous la loupe et qui peut être, comme toutes les loupes, assez distordantes, eh bien, l'idée, c'est vraiment de mettre en cohérence l'ensemble des maillons de la chaîne de décision de l'entreprise avec les objectifs de préservation de la biodiversité et de réduction des effets du réchauffement climatique. En fait, quand on parle de ces sujets-là, on en parle souvent de façon assez alarmante. Alors, soit pas assez alarmante, soit trop alarmante. C'est-à-dire, soit on se dit non, mais il ne faut pas faire peur aux gens, donc on ne va pas leur dire que tout va mal et que c'est là qu'on court à la catastrophe, mais on va leur parler d'initiatives hyper vertueuses qui changent la vie, etc. C'est bien, mais ce n'est pas très réaliste. Et en même temps, ne parler que des aspects les plus inquiétants et les plus alarmants, les plus graves, ça bloque le cerveau. Ça nous met en état de sidération et quand le cerveau est en état de sidération, il ne peut plus réfléchir. Ce que je propose, mais je ne suis pas la seule à le faire, c'est de partir du constat avec honnêteté, avec réalisme, de partir du constat qui est qu'aujourd'hui, avec une température moyenne à la surface du globe en augmentation d'1,3, voire selon les calculs 1,5 degrés par rapport à la période pré-industrielle, et des scénarios à plus 2, plus 3, plus 4 d'ici la fin du siècle si on ne transforme pas très profondément nos modes de vie, eh bien, la situation est déjà et sera vraiment invivable. Parce que ce qui est en jeu là aujourd'hui, ce n'est pas de sauver la planète. La planète, elle était là avant nous, elle sera là, elle était là longtemps avant nous, elle sera là longtemps après nous. Et ce qu'elle fait aujourd'hui, le phénomène de réchauffement climatique, c'est simplement s'adapter au traitement que nous lui infligeons. Donc c'est pas la planète, elle se débrouille très bien avec ou sans nous, elle fonctionne. Ce qu'il faut sauver, c'est la viabilité sur Terre, c'est les conditions de vie de l'espèce humaine et de l'ensemble de la biodiversité sur Terre. Et pour ça, nous avons une responsabilité. Donc faisons le constat, encore une fois réaliste, presque froid et scientifique, que la situation déjà aujourd'hui est très grave pour une grande partie de l'humanité du fait de ce réchauffement climatique, et c'est valable aussi dans notre pays, la France. Réfléchissons ensemble à ce que nous pouvons faire individuellement, collectivement, en tant que citoyens, en tant que collaborateurs, en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement et qu'État, pour transformer les choses. Et disons-nous qu'en fait, le but de tout ça, et c'est là que je retrouve l'aspect optimiste de la situation, c'est d'être plus nombreux à aller mieux. L'objectif final pour moi, c'est pas qu'on parte tous vivre sur Mars. D'abord parce que vivre sur Mars, ça va pas être si sympa que ça. C'est tout de suite. Moi, j'ai pas envie de vivre sous une bulle. C'est pas pour tout de suite. Et puis, ce sera pas pour tout le monde surtout, parce que vous pensez bien que c'est pas 99% ou 100% de l'humanité qui pourra aller sur Mars. Ça sera peut-être plutôt 1% et le même 1% dont on parle souvent. Alors que 99% vont rester sur Terre. Et puis, au-delà de ça, les investissements qu'il faudrait mettre en œuvre pour ça, on peut déjà les utiliser pour aller mieux sur Terre et pour être plus nombreux à aller mieux sur Terre. Et c'est ce à quoi je vous invite. Je termine très rapidement sur le fait que, quand je disais, ne soyons pas trop optimistes ni trop pessimistes, nos contempteurs et contentrices, ceux qui considèrent que, les défenseurs d'un monde plus écologiste sont des gens qui nous empêchent, qui empêchent les autres de consommer en rond, qui veulent nous faire renoncer au confort, renoncer à notre mode de vie, retourner à la lampe à huile, à la douche froide dans le noir. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Parce qu'on peut voir les choses de façon égoïste et se dire, mais moi, ma petite vie, elle roule bien, j'ai une voiture confortable avec laquelle je peux me déplacer à ma guise, je vis dans un logement bien isolé qui n'est ni trop froid l'hiver ni trop chaud l'été, je peux me payer l'alimentation que je souhaite et de préférence une alimentation de qualité, j'ai les moyens de me soigner et je vis dans un pays plutôt riche et développé dans lequel mes droits en tout cas sur le papier, sont assurés. Ouais, mais ça, c'est moi
moi-même, mon nombril et ma conscience. Malheureusement, la réalité de 90% des humains aujourd'hui sur Terre, elle n'est pas tout à fait celle-là. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est pas de renoncer au confort, c'est de renoncer dans un monde, celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je vais prendre que l'exemple de la France et de l'Europe, dans lequel la pollution de l'air fait 500 000 morts prématurées par an en Europe. C'est 1 demi-million de personnes qui devraient vivre et qui meurent prématurément du fait de la pollution de l'air, qui n'est pas due au réchauffement climatique, mais qui est aggravée par le réchauffement climatique en Europe. En France, c'est entre 60 et 70 000 personnes chaque année. Donc, c'est pas négligeable. C'est une France dans laquelle, malheureusement, quasiment tous les 2 jours, un agriculteur met fin à ses jours parce qu'il est dans une situation qui n'est plus tenable pour lui. C'est un monde dans lequel les perturbateurs endocriniens ont les effets que l'on sait, et l'agrochimie a des effets que l'on sait sur la santé publique en général. C'est pas très réjouissant. Et se dire qu'on essaie ensemble de trouver le chemin qui nous permet de sortir de cela, non pas pour avoir moins, mais pour avoir mieux, je trouve ça plutôt réjouissant. Se dire qu'on est aujourd'hui dans un monde qui a changé depuis le 17 mars 2020, on est déjà dans le monde d'après depuis 1 an, on a tous déjà beaucoup changé depuis 1 an, donc on est déjà dans le monde d'après. Eh bien, se dire que ce monde-là, on a le choix aujourd'hui entre continuer comme avant et aggraver des inégalités qui ont encore été creusées par la crise sanitaire, ou le choix de changer, de transformer les choses ensemble et d'essayer d'être un peu plus nombreux à aller mieux. Moi, je trouve ça plutôt réjouissant, je trouve ça plutôt optimiste, je ne trouve pas ça sidérant, et je me dis, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux et heureuse? Eh bien, Audrey Poulevard, merci pour cet optimisme final. Yes, j'ai mis du vert. Oui, tout à fait, bravo. Et puis, merci de conclure donc notre semaine que nous avons dédiée à la RSE. Je remercie tous les participants nombreux qui ont nourri de leur pertinence et de leur expertise tous ces échanges. Et puis, donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay sur la chaîne YouTube de Stratégie de ces 4 conférences qui ont lieu cette semaine. Merci à tous et à bientôt. Merci Audrey. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup.